tu as bien présenté les choses, c'est-à-dire qu'on est face à un dilemme régulièrement. Euh, c'est pas bien de critiquer l'humanitaire quand on en fait, entre guillemets, avec des associations depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, parce que j'ai pas commencé à Gaza. Voilà. Donc je suis à la fois dedans et j'ai en même temps un œil critique. Alors, ce que je critique, c'est ce que Jean Bricmont a démontré très magistralement dans son livre qui s'appelle L'impérialisme humanitaire. Et là, tout c'est clair. L'humanitaire est utilisé comme une forme d'impérialisme. On en a énormément d'exemples, jusqu'à Bernard Kouchner qui un jour a lâché. Nous avons des informations, c'est célèbre, sur ce qui se passe à Gaza par les humanitaires. Bravo. Mais les Palestiniens le savaient très bien d'ailleurs, et ils sont beaucoup plus adroits et beaucoup plus fins que certains peuvent le penser. Donc, il y a des écueils dans l'humanitaire. Alors moi, je vois deux types d'humanitaire. Je vois des jeunes, et dans tous les domaines, pas simplement dans le médical, qui sont, et c'est heureux, et c'est normal, qui arrivent à un âge, ils ont 16 ans, 18 ans, et ils ont envie de faire de l'humanitaire, tout simplement, parce que ils sentent qu'ils sont dans leur confort, et qu'il y a aussi beaucoup de gens qui souffrent de l'inconfort, voire même de situations dramatiques, et ils ont un élan altruiste tout à fait louable, et ils veulent se réaliser ou réaliser quelque chose dans l'humanitaire. Mais souvent, ils sont, je dirais, utilisés, balancés quelque part, où ils en reviennent avec beaucoup de désillusion, parce que finalement, ils n'ont pas vu ce qu'ils pensaient voir, ils n'ont pas fait surtout ce qu'ils pensaient pouvoir faire. Et puis, il y a l'humanitaire, et donc ils sont très déçus. Et puis, il y a l'humanitaire dévoyé. L'humanitaire dévoyé, c'est je vais me faire un selfie devant un gamin en train de gasper aux urgences de l'hôpital Chifa. Vous voyez, et ça, c'est terrible. Je vous donnerai un exemple, par exemple, qui est un exemple ancien. C'était juste après une attaque, je ne sais plus laquelle. Enfin bref, on entre par l'Égypte. On va à l'hôpital le plus proche qui est à 5 minutes, l'hôpital de Rafah. Il y a une bombe qui tombe à 200 mètres et on se dit, on va voir arriver les blessés. Et dans le groupe où j'étais, il y avait, euh, il y avait un député grec. Vous voyez, c'est pas gentil de ma part parce que je choisis celui qui n'est pas de chez nous. Il y avait un député grec qui était là, qui était médecin. Voilà. Et on voit arriver un quart d'heure après tous les blessés qui arrivent. À ce moment-là, j'observe les choses. Je vois d'ailleurs qu'un de nos anciens élèves qui dirigeait maintenant, qui avait pris des positions, organise les choses très très bien. L'accueil des urgences, les Palestiniens sont les champions du monde pour l'accueil des urgences traumatiques, les afflux massifs de blessés. Donc tout ça se passe de façon très fluide, sans cri, on classifie tout de suite la gravité des patients pour s'occuper tout de suite des plus graves. Et il y avait un jeune homme dont je me souviendrai toute ma vie, qui avait 14 ans, et il n'avait pas pris grand-chose, il avait juste un tout petit éclat d'obus, grand comme la moitié du bout de mon petit doigt, qui était pénétré dans son dos. Il avait une paralysie complète, il a une paraplégie complète, et il est resté sûrement jusqu'aujourd'hui. Et à ce moment-là, penché sur ce malheureux, je vois mon médecin député au Parlement grec qui, en ni une ni deux, sans qu'on ait pu s'en apercevoir, avait enfilé un pantalon et une blouse chirurgicale qu'il avait dans son sac et qui se faisait filmer, penché sur le malade en regardant la radio. Il y avait l'éclat de balles fichées dans les vertèbres. Voilà. Ça, c'est l'humanitaire dévoyé. Voyez, c'est la recherche de l'autopromotion. Alors, d'autres diront que il faut montrer ces images, etc. Ouais, il faut montrer qu'on y était. Ouais, c'est un peu vrai, c'est malheureux. Mais ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Hmm. Donc, une critique personnelle et systémique. Il y a des organisations humanitaires qui sont évidemment plus étrangères que d'autres. Toi, tu travailles pour une association ou en tant que toi, Alors là, je médecin? ne vais pas parler de moi, mais ta question, par contre, est excellente. Excuse-moi.
La question est excellente. Il y a eu une période très intéressante sur le plan humanitaire. C'est l'intermède Morsi. C'est quand Morsi a été élu président en Égypte. Et il y a une période assez courte, je crois que ça fait à peu près 18 mois, où on a pu passer par l'Égypte, alors qu'avant, nous étions obligés de passer par Israël. Et qu'est-ce qu'on a vu à ce moment-là? Et là, ce n'est pas moi qui le dis, c'était le ministre de la Santé de l'époque, Mohamed Moukalalati, qui était doyen aussi, qui était doyen de la première faculté de médecine. Et Mohamed Moukalalati me disait, et c'est vrai, c'est ce que j'ai constaté, il disait, en ce moment, au moment où il parlait, eh bien, 90% de l'aide médicale extérieure provient des pays arabes ou musulmans. Voilà. Et la différence entre l'humanitaire occidental et l'humanitaire arabe ou musulman, c'est qu'eux, ils ne viennent pas avec des caméras de télévision. Ils ne viennent pas avec un reporter collé dans le dos. Et ils ont une façon de fonctionner qui n'a rien à voir, qui est beaucoup plus éthique et qui est en même temps beaucoup plus ciblée. Vous voyez, on ne balance pas un hôpital gonflable comme ça, alors qu'il y a des structures hospitalières avec des choses qui tournent et qui marchent, vous voyez. Je pourrais être très, très méchant, vraiment, sur cet humanitaire-là. Ça va jusqu'à des des traitements expérimentaux qui sont faits. Et moi, je l'ai vu, je peux en témoigner, de traitements expérimentaux qui sont faits alors qu'il y a d'autres méthodes thérapeutiques qui sont confirmées, anciennes et fiables. Vous voyez. Donc, il y a le meilleur et le pire dans l'humanitaire. Hein. Un des pires que j'ai vu, c'est les largages par les airs de containers qui tombent sur les gens dont les parachutes ne s'ouvrent pas, puis dedans on trouve du porc périmé, par exemple. Oui, il y a plein d'exemples comme ça. Donc il y a aussi Alors, la question que tu soulèves là aussi, c'est une question très, très importante qui est la section de la répartition de l'aide, notamment alimentaire, en matériel, etc. Ça, c'est un problème capital parce que là, tu as pris un exemple très éclairant. Quand il y a un camion qui arrive et que dedans, il n'y a que des couches culottes, par exemple, tu vois, se pose le problème de la distribution. Et c'est vrai pour tous les produits médicaux, etc. C'est un vrai sujet, le stockage de tout ce qui entre, surtout que c'est en ce moment, mais on ne peut pas faire autrement. Tout ce qui entre n'est pas forcément ciblé de manière pertinente sur un endroit précis. Donc il y a un énorme travail de dispatching. Et là, je pense à un de mes amis qui a été tué récemment, qui était le vice-ministre de l'économie à Gaza, et qui, eh bien, avec beaucoup d'autres, eh bien, se chargeait justement de la répartition, la distribution. Il ne fallait pas que les gens se jutent dessus pour essayer d'attraper une caisse. Ça ne se passe pas comme ça, de façon à faire un travail pertinent. Et il a été malheureusement assassiné. Je pense qu'il fait partie des personnes ciblées.